Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est encore avec un grand plaisir et vraiment un réel plaisir que je viens auprès de vous dans des conditions vraiment, vous allez m'excuser, les conditions ne sont pas très bonnes parce que je suis sur la route et je suis obligé absolument de vous dire quelque chose ici sur YouTube, sur le réseau parce que ça faisait quand même un bon bout de temps que je ne suis pas à Paris pour venir vous donner nos analyses sur la situation qui prévaut en République démocratique du Congo. Pourquoi je viens faire cette intervention? Parce que effectivement, il y a la situation d'Uvira qui se détériore et nous devrions en principe vous donner nos analyses pour que vous puissiez comprendre effectivement ce qui se passe. Beaucoup d'entre vous se posent la question pourquoi est-ce que le M23 ne va pas à l'assaut d'Uvira. Et c'est là où vous allez trouver que quelque part, peut-être que l'AFC M23 n'est pas maître de la guerre. Est-ce qu'il privilège la paix? Ça, ce sont des questions que nous devons nous poser. Est-ce que ils attendent un mot d'ordre quelque part pour qu'ils puissent envahir Uvira ou bien prendre Uvira? Ça, c'est la question que tout le monde se pose parce que c'est comme si la guerre s'est arrêtée. On continue dans les négociations à Doha, on continue dans les négociations. D'autres personnes parlent de l'Afrique du Sud, mais moi, je ne suis pas vraiment d'accord de ce que les gens pensent des forums, de ce forum de l'Afrique du Sud. Quelque part, nous devons en tout cas prendre tout ça avec lucidité. Entre-temps, la situation se détériore à Uvira. Et ici, je veux faire mention beaucoup plus sur le pourquoi la guerre s'est arrêtée et on observe. Est-ce que c'est parce qu'on veut un peu épuiser ou bien faire une pression un peu générale pour que la population se rende compte que la guerre doit être faite avec beaucoup de tact pour éviter un bain de sang, pour éviter ce qui se passait à Goma. C'est-à-dire que avoir des milliers de morts à Uvira. Nous avons une situation à Uvira où il y a eu beaucoup de concentration de ce que nous appelons les forces négatives que tous nous connaissons. Les forces négatives, c'est quoi? Ce sont là les Mai Mai, les ADF, ainsi que les Wazalendo, que beaucoup appellent des supplétifs qui sont derrière les forces loyales, c'est-à-dire le FARDC et l'armée rwandaise ou le Rwanda. Nous parlons ici des mesures défensives que le Rwanda continue à défendre, que non. Ils sont au Congo parce que c'est une mesure défensive. Je suis là naître. En tout cas, je suis là pour vous expliquer ce que moi je pense de cette situation qui prévoit Uvira. Pourquoi Uvira ne tombe pas? On peut aller dans tous les sens, mes frères. Mais une chose est vraie, c'est que les ficelles sont en train d'être tirées quelque part. Et c'est quelque part, le peuple congolais semble ignorer ce quelque part, ça c'est où? Qui est derrière l'AFC M23? D'autres parlent du Rwanda, d'autres parlent de la communauté internationale. Eux-mêmes se disent qu'ils sont en train de subir des pressions. Ça, ce sont les paroles de Nanga. Ils étaient en train de subir des pressions que non, attendez, on va négocier, on va faire ceci. Entre-temps, à Kinshasa, aussi, on est en train de se dire qu'ils sont forts. Ils ont commencé à utiliser même les drones, c'est-à-dire aller dans dans le sens de faire une guerre électronique, c'est-à-dire commencer à utiliser des bombes, des drones et toutes ces histoires, et même engager des mercenaires qui pourront les aider justement à arrêter l'AFC M23. Quelque part, on sent que Kinshasa prend tout à la normale et se disent que non, bon, là-bas, on va terminer, il n'y aura pas de problème, on va terminer cette guerre-là, on va mater cette rébellion-là. Mais jusqu'à quand? Et là, Kinshasa fait les choses à la normale. Vous avez suivi comment est-ce que
le procès de Moutamba disons, on a conclu ça, Moutamba a été arrêté. Maintenant, à Kinshasa, on s'attelle maintenant sur comment est-ce qu'on peut évincer Kamere au préchoir de l'Assemblée nationale. Et là, je me pose encore une question. Qu'est-ce que l'Assemblée nationale a comme pouvoir d'arrêter ou bien d'influencer les décisions de Félix Tshisekedi? Ses positions sont claires. Aucune négociation, aucun dialogue ne se fera pas sans lui. C'est lui qui se proclame comme celui qui initiera, et il est en droit d'initier quelqu'un dialogue. Et ça, un dialogue qui sera initié sans son aval, ça n'aura pas lieu. Et là, nous nous trouvons avec un président qui est un peu plus, comment dirais-je, un peu plus dictateur. Il ne veut pas considérer les autres. Il continue à ignorer la proposition de dialogue qu'a mis l'AFC M23 sur la table. Il continue à prendre son temps, à dire, bon, on va voir. Pourquoi est-ce qu'il le fait? C'est parce qu'il a une certaine assurance que non, il a encore toutes les rênes du pouvoir. Ce qui est juste. C'est lui notre président de la République. Donc, pour l'instant, c'est lui qui est en train de prendre les décisions d'engager la République, d'aller dans quelqu'un dialogue. Mais va-t-il le faire seul? S'il le faisait seul, y aura-t-il un impact? Et si nous avançons à son pas, c'est-à-dire à ce qu'il est en train de penser que non, il faut qu'il termine son mandat. Mais son mandat va se terminer dans quelle situation? Il faut organiser les élections. Oui, mais les élections se fera comment? Ça sera avec une partie du pays qui est occupée. Et tout ça, ce sont des questions que le peuple congolais doit se poser et comprendre que peut-être que les décisions ne sont plus prises par lui, ou il y a quelqu'un d'autre qui est en train de l'influencer en disant non, tu peux encore attendre, on va essayer un peu de ne pas permettre ces gens-là d'envahir le pays. Est-ce qu'il est en train de se tromper? Est-ce qu'il a confiance à cette proposition qui est faite en dehors de lui? Ça, ce sont des questions. Mais c'est le peuple congolais qui souffre. La situation de l'Est du pays reste préoccupante pour les populations. Les populations continuent à souffrir, les massacres continuent à être faits, les banques ne fonctionnent pas, il y a une administration parallèle qui est en train de s'organiser contre Félix Tshisekedi. Et donc, nous nous retrouvons dans une situation confuse où on ne sait pas effectivement où est-ce que nous allons terminer. Est-ce que Namayele Naye, est-ce que dans sa tête, pense-t-il que traîner le pas, c'est ça la solution? Continuer à diriger le pays sans tenir compte de l'Est de la République démocratique du Congo et laisser cette situation-là latente comme ça? Ou bien, l'urgence aujourd'hui, c'est l'Est, ou bien l'urgence, c'est continuer à prendre des contacts ou bien à signer des contrats avec les pays étrangers pour l'exploitation de nos minéraux? N'est-il pas en train de jouer sa dernière carte économique, se faire encore l'argent? C'est ainsi que moi j'explique la situation des députés au Parlement en disant guerre en go et continuer, mais nous continuons à faire nos affaires courantes. Nous assurons les affaires courantes, c'est-à-dire que nous devons avoir l'argent. L'éviction de Kamere à l'Assemblée nationale se justifie au fait que les députés ne sont pas encore payés, ils n'ont pas encore reçu leur Jeep. Voilà ce que moi je pense. Ils n'ont pas encore reçu ce qu'ils attendaient de l'Assemblée nationale. Parce que vous vous rappellerez que tout le monde qui va à l'Assemblée nationale espère gagner, espère s'enrichir. C'est leur tour d'avoir de l'argent. Et donc, pendant tous ces 2 ans, on attendait à ce que ces gens-là puissent être monnaie, c'est-à-dire on leur donne des jeeps, on leur donne de l'argent pour faire passer des lois qui n'ont pas aucun impact sur la population. Ce qu'ils font là-bas, ça ne fait aucun impact. La continuité de l'État vers l'Est de la République démocratique du Congo s'explique simplement dans le fait que
c'est l'enrichissement. Ils veulent être là pour leurs propres intérêts. Que les gens meurent à Ituri, que les gens meurent au Nord Kivu, que les gens meurent à Lubumbashi, ça ne les regarde pas. Leur problème, c'est d'avoir de l'argent. Et ça, tout le monde l'a compris. Et donc, si nous regardons la situation selon moi, je me dis, nous nous retrouvons comme si un pays est en train d'être façonné quelque part, où même les acteurs ne connaissent pas l'issue de ce dans lequel nous sommes. Parce que si effectivement le pouvoir était dans les mains de Félix Tshisekedi, on pouvait déjà avoir une issue, s'il était capable au moins d'organiser l'armée, comme les gens sont en train de dire, et mater cette rébellion qui arrive à l'est du pays. Mais ça ne l'occupe pas. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les institutions de la République démocratique du Congo ne fonctionnent pas normalement. Il n'y a aucune institution qui fonctionne normalement si ce n'est que au pas de notre président. C'est ainsi que nous disons, c'est une forme de dictature, c'est une forme de non-lieu, c'est une forme de non-État où une seule personne peut décider de tout ce qui peut arriver en République démocratique du Congo. On n'en tient plus compte. On organise on organise des procès inutiles qui font distraire pratiquement le peuple. Vous allez porter Kabila dans un procès qui n'aura aucun issue. Et donc, Félix Tshisekedi est ailleurs là où on attend. Est-ce que c'est de lui que ça vient? Ça vient d'une certaine... un pouvoir qui est un peu dans l'ombre là-bas. Tout le monde se pose la question. Les actes que Félix Tshisekedi est en train de poser, ça laisse à désirer qu'il n'est plus lui-même. C'est comme si Mokonzi Nabiso azako koma mutumoko bazako ebiseka ka salaboy et que il n'est plus lui-même parce que ces décisions ne sont même plus applicables. On ne sait même plus si c'est lui-même qui peut, comme il le dit, être capable d'organiser cet dialogue pour que les Congolais puissent se mettre ensemble. On ne sait plus. Parce que si c'était l'intérêt des Congolais, et si lui-même avait vraiment se soucier à ce que cette histoire-là puisse se terminer, il pouvait déjà décider de dire, ok, Nanga, nous connaissons vos histoires. Nous avions donné ici notre point, notre chemin pour que nous puissions avoir cette unité nationale. Mais il n'en tient pas compte. Et ce n'est pas, je ne suis pas le seul. Lorsque les abbés, les prêtres et les CC ont initié cette histoire-là, nous l'avions déjà depuis longtemps. Nous avions donné ici un plan de la rétrocession du pouvoir en organisant les états de lieu de chaque territoire où les peuples congolais devraient discuter des problèmes profonds de la République démocratique du Congo. C'est ainsi que il n'a pas tenu compte, c'est-à-dire que il pensait que peut-être que non, il l'a fait de sa façon. Et la façon dont il l'a fait, c'était catastrophique. Donc le projet de 145 territoires, lui pensait que c'était de l'argent. Est-ce que c'était ça l'idée primaire pour le développement des 145 territoires? Non. Nous avions dit que dans la rétrocession du pouvoir, c'était comme essayer un peu de corriger la mégestion qui se passe en République démocratique du Congo et qui empêche notre développement. Nous l'avions dit. Que ce n'était pas aller construire un puits ou bien aller construire une route, non. C'était d'organiser le peuple afin qu'il puisse se prendre en charge. Et se prendre en charge ne devait qu'être réorganiser l'administration au niveau de la base. Mais là, nous constatons que c'est autre chose que le président est entré là-dessus. Donc, tous les projets initiés par le président de la République ont échoué, complètement échoué. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la sémantique, la base n'est pas impliquée dans la gestion du pays. Et c'est ça le comble. Le problème que nous avons en République démocratique du Congo, c'est l'État. Il faut réorganiser cet État-là. Et nous en avons le moyen. Mais comme nous avons le moyen, mais nous ne sommes pas le propriétaire de ce moyen-là, nous faisons autre chose que le peuple attendait de lui. Quelqu'un ici m'avait dit dans les commentaires, quand vous suivez les vidéos ici, il me disait que non, écoutez, vous êtes à côté, il faut que nous ayons un homme fort qui va mettre tout le monde ensemble.
Est-ce que Félix Tshisekedi a-t-il fait déjà des actions qui pourraient réconcilier le peuple et avoir une certaine unité nationale et une cohésion nationale où tout le monde devrait se mettre d'accord? Il a essayé un peu de brosser parce que moi j'en avais parlé. J'en avais parlé sur l'histoire de la Constitution. Dans la campagne, il a attisé effectivement cette file de divisions en disant les étrangers, les gens qui sont entrés. Et c'est ça qui a causé à fait que les gens qui étaient déjà préparés à ce que les étrangers ne puissent pas gérer notre pays, tout le monde, le peuple congolais sait ça. Et c'est ça qui a fait, qui lui a donné un peu de l'estime auprès du peuple de l'Est. Et ce discours-là aujourd'hui continue encore. C'est ainsi que il s'est mis, je peux dire ici, il s'est tiré la balle dans le pied. Pourquoi? Parce que le discours que John, c'est pas général autoproclamé de Wazalendo là, Uvira, a donné en s'opposant à lui-même, ça vient encore éclabousser cette histoire-là parce que les positions du peuple congolais à Uvira deviennent de plus en plus dures. Parce que le président de la République avait initié ce chemin-là de division. Les gens commencent à dire que non, nous n'accepterons pas ce que... Donc, le peuple congolais a suivi effectivement ce que le président de la République a dit qui était faux en disant que l'étranger voulait nous dominer. Et là, il a pointé les Rwandais. Et les Rwandais, maintenant, aujourd'hui, ont des problèmes. Nous avons des Rwandais qui sont chez nous. Je parle des rwandophones, pas de peuples rwandais qui sont chez nous. Je parle des rwandophones congolais qui habitent en République démocratique du Congo. Et tout le monde, et lui-même savait ça. Voilà un peu la situation qui prévaut un peu ça et là en République démocratique du Congo. Donc, les goulots d'étranglement d'Uvira, ça tise encore ce discours de haine qui était sur le chemin du président de la République lors de sa campagne, c'est-à-dire que les étrangers. Ainsi donc, comme nous ne sommes pas capables de détecter qui est étranger et qui ne l'est pas, on parle des FDLR qui sont en République démocratique du Congo, que les Rwandais réclament que non, ils justifient ces mesures de défense en supportant l'AFC M23, en faisant le backup de l'AFC M23. Ça justifie aujourd'hui ce que le président pense et que le peuple à Uvira avait suivi en disant ce sont les étrangers. Mais nous n'étions pas capables de déceler qui est étranger, qui ne l'est pas. Parce qu'effectivement, lorsqu'on parle des infiltrés au sein de l'armée congolaise, le peuple n'a jamais vu aucunement le président dire que non, en tout cas, voici les généraux que nous déclarons qu'ils ne sont pas des Congolais et que nous pouvons les écarter dans nos forces armées congolaises. La situation est restée la même. Ainsi donc, le peuple est perdu. C'est pour cela que je me suis dit, cette histoire-là de Wazalendo, qui continue à attiser cette haine tribale et refuser maintenant les instructions du président de la République, qui n'était pas capable même de déceler les éléments FDLR se trouvant au sein du FARDC et mettre ça à nu. Aujourd'hui, on se base sur le faciès qui est un discours qui est vraiment controversé et qui n'est pas accepté au niveau international. C'est là où je dis que le président de la République est en train de commettre des erreurs. La première des choses, c'était dire que non, ok, nous savons que le brassage et le mixage a été mal fait et que nous sommes infiltrés et que voici comment est-ce que nous allons, quel est le chemin que nous allons faire pour déceler les éléments que le Rwanda est en train de réclamer. Je crois ici, il y a des émissions qui sont passées où sur la radio rwandaise où on citait nommément ces FDLR qui sont au sein de FARDC. Mais le président de la République n'a jamais bougé. Il n'a jamais fait aucune réforme en disant voici c'est là que nous déclarons des Rwandais. Il n'était pas capable. Pourquoi? Parce qu'effectivement, notre administration, notre fonctionnement ne nous avait pas permis de ça. Donc c'était une grosse erreur. Ainsi donc aujourd'hui, nous nous retrouvons là avec des gens que nous disons que ce sont des Rwandais. Et lorsque nous pensons que ce sont des Congolais, parce que lui-même a reconnu que non, il y a des Banyamulenge qui sont des Congolais, en envoyant un Munyamulenge au front là-bas, le peuple se rappelle du discours du président de la République. Et donc, vous voyez que
tout se passe au niveau même où on condamne même le président de la République en disant qu'il est en train de jouer avec le peuple en disant que vous employez les gens qui ne sont pas des Congolais et vous voulez les envoyer chez nous. Nous les connaissons. Le peuple congolais à Uvira disent que non, ils connaissent ceux qui ne sont pas Congolais et ceux qui sont Congolais. Entre-temps, le président ne s'est jamais prononcé aux agents qui se trouvent à ces FDLR dont le Rwanda est en train de réclamer. Imaginez-vous par exemple à 2020-2021, le président de la République commencerait à dire, bon, voici les gens qui sont accusés par les Rwandais et que nous allons les mettre à côté. Même si vous n'êtes pas agent du Rwanda, mais essayez un peu de réunir ces gens-là en leur disant, pour votre sécurité, pour leurs besoins, avant que nous puissions faire une armée homogène que tout le monde acceptera, voici d'abord comment résoudre le problème des nationalités pour que vous soyez acceptés dans l'armée et que tout le monde puisse accepter. Parce qu'aujourd'hui, quand il a nommé Massunzu, le peuple à l'Est, on dit, voilà encore une chose et son contraire. Nous sommes en train de décrier qu'il y a des infiltrés au sein de ce FARDC, mais vous êtes en train de nommer des gens que nous ne pouvons pas accepter. C'est pas la première fois que le peuple s'oppose à ces ordonnances en nommant des gens que eux pensent que ce sont là les gens qui ne sont pas des Congolais. Ainsi donc, mes frères, je ne serai pas long parce que regardez l'environnement dans lequel je suis. Je vous dis que c'est un sujet très important que nous allons continuer à développer, mais je voulais tout simplement vous éclaircir pourquoi est-ce qu'il y a une certaine accalmie ou bien la guerre ne continue pas. Parce que beaucoup de gens se posent la question, pourquoi est-ce que l'AFC M23 n'envahit pas? Maintenant, ce discours de Kassimbira John, je crois que ça va déclencher quelque chose. Parce que ce discours-là, on l'a même déploré dans beaucoup de meetings. C'est toutes ces histoires-là de réclamer des choses que vous n'allez pas encore maîtriser. Mes chers amis, je vais m'arrêter là. En tout cas, je vais vous dire merci pour ces gens qui sont en train de s'abonner. J'espère que vous avez pigé quelque chose de ce que je vais vous dire. Je vous ai dit ici. Et que nous allons continuer dès que nous aurons l'opportunité de faire des émissions bien structurées pour vous expliquer effectivement ce qui se passe. Merci beaucoup donc. Portez-vous bien. Continuez à vous abonner. On se revoit dans un prochain numéro. Portez-vous bien. Au revoir. Merci.